Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, ne supporte pas ce que Trump est en train de faire. D'ailleurs, il a dit qu'il va falloir qu'Israël pense sérieusement à se sevrer de l'aide financière et militaire américaine. Et ce que Trump est en train de faire, ce ne sont pas seulement des mots, ce ne sont pas seulement des annonces, mais ce sont des faits réels. Là, il est en train de faire un voyage à travers le Moyen-Orient qui touche trois pays. D'abord, c'était l'Arabie saoudite, ensuite, c'est Qatar qui vient d'avoir lieu, et finalement, ce sera les Émirats arabes unis qui vont encore avoir lieu à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler. Alors, ce qui est important, c'est que Trump est très conscient de ce qu'il est en train de dire, mais également des symboles qu'il est en train d'utiliser. Par exemple, l'Arabie saoudite lui a réservé un accueil qu'elle n'a jamais réservé à qui que ce soit, notamment sur les symboles. Premièrement, dans la procession de la parade présidentielle de Trump, avec sa limousine, etc., elle était précédée par les chevaux de garde présidentielle, dont les trois quarts portaient des drapeaux américains et seulement un quart le drapeau saoudien. C'était un honneur qui était destiné envers Trump par l'Arabie saoudite qui était extraordinaire. En dehors de ça, dans toutes les habitudes qu'il y a eu en Arabie saoudite, c'est que quand l'Arabie saoudite accueillait un chef d'État d'un autre pays, le chef d'État a été accueilli à la sortie de l'avion, mais jamais par le roi d'Arabie saoudite, toujours par quelqu'un qui était un grand diplomate, un membre du gouvernement, mais pas par le roi. C'est la première fois que le roi d'Arabie saoudite était au pied de l'escalier de sortie de l'avion d'un chef d'État étranger qui arrivait en Arabie saoudite. Donc c'était déjà une déférence envers Trump qui était énorme. Ça, il faut le comprendre. Également, en Arabie saoudite, les couleurs sont importantes, dans le sens où, au lieu d'avoir des tapis rouges pour honorer les gens, etc., il y a la couleur violette qui est prédominante. Et ils ont déroulé le tapis violet déjà sur l'escalier à la sortie de l'avion pour Trump, et ensuite ils ont marché ensemble sur le tapis violet. Donc il y avait cette notion d'égalité et de mettre Trump vraiment en valeur, voire de le flatter, etc. Après, on peut parler de l'importance de ça ou non. Et ensuite, Trump, quand il est intervenu devant l'ensemble du gouvernement saoudien, et assis à côté de lui, il y avait le roi d'Arabie saoudite, Trump sait utiliser la communication. C'est un homme de télé. Il ne faut jamais oublier qu'il a eu un des programmes avec le plus grand succès qu'il y a eu dans la télé américaine. Et Trump avait toujours l'habitude de porter son costume bleu et sa cravate rouge, rouge criard, parce que ça exprime de la force, etc. Dans d'autres cas, parfois, il portait une cravate dorée, dans certains cas. Cette fois-ci, il est sorti avec une cravate violette. C'est la première fois que j'ai vu Trump porter de cravate violette, mais c'était en déférence et en respect par rapport au chef d'État saoudien. Et il y a eu des conclusions qui ont été énormes sur le plan financier avec l'Arabie saoudite, avec la volonté de faire des choses, et surtout l'annonce de Trump qui a dit « Votre succès ici en Arabie saoudite ne vient pas de l'influence prétentieuse de nos démocraties qui cherchent à dire à quelqu'un d'autre comment faire des choses alors qu'ils n'en sont pas du tout capables. » Donc, Trump se dessoudait complètement des traditions des dernières décennies, de toutes les décennies depuis l'existence de l'État d'Israël, qui était la politique américaine, et du fait que la politique américaine était assujettie au lobby israélien. Donc Trump s'est décousu de tout ça, et il a dit, vous avez réussi des choses grâce à ce que vous avez fait vous-même dans votre pays, et j'honore votre réussite. Et bien sûr, les Saoudiens ont accueilli ça d'une façon grandiose. Ensuite, il est à Qatar et il y a eu des accords tout de suite sur 1000 milliards, 1200 milliards de budget dans les années à venir d'investissement à Qatar envers les États-Unis, mais également Qatar a bien précisé qu'ils ont toujours soutenu les États-Unis à pas mal de choses. Pour leur propre population, ils disent qu'il y a 6 universités, grandes universités américaines, qui ont des branches
au Qatar parce qu'il respecte beaucoup l'éducation américaine. Donc ça a une grande signification dans le monde. Et le fait de s'orienter par rapport à ça, et ensuite Trump a parlé de la paix au Moyen-Orient, il a dit que les États-Unis vont lever toutes leurs sanctions immédiatement par rapport à la Syrie, c'est très significatif dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire, il est en train de chercher à éliminer toutes les guerres qu'il y a eu auparavant, à la base desquelles il y avait toujours systématiquement États-Unis avec Israël, Israël avec États-Unis, où on ne sait même plus si c'était l'Israël qui poussait vers certaines guerres, mais ça l'était dans les livres de Netanyahou dont il avait parlé, la nécessité de 7 guerres en 5 ans au Moyen-Orient, ou si les États-Unis étaient en train d'utiliser Israël comme un genre de porte-parole ou comme armée locale pour ce que la CIA voulait qu'il se passe dans ce coin-là du monde. Alors, je vais vous présenter 2 interviews qu'il y a eu au cours des quelques derniers mois de Jeffrey Sachs. Alors, qui est Jeffrey Sachs? C'est un économiste américain de grande renommée internationale. Et au cours des dernières années, et surtout depuis février 2022, il a été en désaccord intense avec la politique américaine, notamment en Ukraine. D'ailleurs, avant, il était constamment sur toutes les grandes chaînes télévisées, on l'écoutait, on le faisait parler, etc. Et depuis, il n'a plus jamais été invité sur les télés américaines. La raison pour laquelle ça s'est passé, c'était pas seulement le début de la guerre en Ukraine, mais également le fait qu'il a dénoncé l'explosion du Nord Stream en mer du Nord en disant que c'était quelque chose qui avait été fait par les Américains. Jeffrey Sachs, c'est important que vous compreniez, a été conseiller auprès de 80 pays à travers le monde, sur le plan diplomatique et sur le plan de l'économie. Et donc c'est quelqu'un qui n'est pas innocent. Pour que vous compreniez certaines choses, parce que qui sont les gens, c'est important de le comprendre également, Jeffrey Sachs est d'origine juive, c'est-à-dire il a du sang juif, si vous voulez, la religion, la race, etc., tout ça, ça s'entremêle, mais c'était quelqu'un qui est foncièrement anti-sioniste et qui considère que les sionistes sont un danger pour la paix mondiale, pas seulement au Moyen-Orient, mais ailleurs, parce que les lobbies sont tellement forts des sionistes aux États-Unis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer 2 interviews de Jeffrey Sachs maintenant pour que vous les regardiez. Et dans ce contexte-là, je vais chercher à traduire en même temps. On va voir comment ça va se passer. Et soyez un peu patient avec moi. J'espère que vous m'entendrez bien dans la traduction. Et on va y aller. Allez. Alors, voilà la première interview avec Jeffrey Sachs. Il y a une décision en 2011 de renverser Assad en Syrie. Réellement, elle est venue de Jérusalem. Et ça a été un désir du gouvernement israélien qui remonte à plus de 25 ans. L'idée de Netanyahou est de rendre le Moyen-Orient à l'image d'Israël, de renverser tous les gouvernements qui sont opposés à Israël. Il a un ami là-dedans, et c'est la CIA et le gouvernement des États-Unis. Donc cette guerre en Syrie n'est pas venue de la répression d'Assad. Elle n'est pas venue de la dictature d'Assad. Cette guerre est venue d'un ordre présidentiel par Obama pour renverser Assad, qui a commencé au printemps 2011. Nous avons un nom pour cette opération, c'était l'opération Timber Sycamore. Les États-Unis, avec d'autres pays dans cette région, ont formé des rebelles, des gens qui allaient se battre, surtout des djihadistes, qui ont saisi le pouvoir pour renverser le régime. Ceci a créé le chaos. 600 000 morts en Syrie dans une guerre qui a duré 14 ans.
Le résultat de cette guerre est ce que la CIA voulait en 2011 déjà, qui était que le groupe djihadiste allait prendre le pouvoir en Syrie après avoir été armé par les États-Unis. La raison pour laquelle je veux être clair au sujet de tout ceci, c'est que nous ne voulons pas la paix dans cette région, et parce que nous n'avons pas une diplomatie publique, la diplomatie publique n'est pas basée sur la diplomatie réelle qui vient des opérations de la CIA et qui n'amènera pas la paix en Israël jusqu'à ce qu'Israël arrête sa militarisation de tout le Moyen-Orient. Parce que la guerre syrienne est seulement une des 6 guerres que l'Israël a promues, y compris la guerre au Liban, en Irak, en Syrie, en Libye, en Somalie et au Soudan. Nous avons la liste actuellement de Wesley Clark, qui est un ancien général, en 2001, quand on lui a donné un papier du Pentagone, où l'objectif c'était 7 guerres en 5 ans. Et il y a encore une guerre qui n'est pas rentrée au grand désarroi de Netanyahu, c'est la guerre US avec l'Iran. Et l'Israël veut continuer à instiguer cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Donc, la guerre syrienne a fait partie d'une tragédie régionale. Et nous avons la tragédie à Gaza, sur le bord ouest du Liban, en Syrie, au Soudan du Sud et en Libye, qui a été entre les mains des États-Unis, du gouvernement et de son allié Israël. Parce que aucune de ces guerres n'avait besoin d'arriver. C'était tous des guerres de choix qui étaient choisies, des guerres qui sont venues de l'idée de changement de régime, des opérations que les États-Unis allaient déterminer quel régime devait opérer dans quel pays. On n'aura jamais la paix dans ces pays-là si d'autres pouvoirs impérialistes extérieurs vont dicter les conditions dans cette région. La seule façon d'avoir la paix dans cette région, c'est si la région détermine elle-même son avenir et pas des puissances extérieures. Alors ça a été très important de comprendre tout ceci. Et j'interromps un tout petit peu pour faire des commentaires là-dessus. Et tout ce que Trump a dit en félicitant l'Arabie Saoudite, et puis après Qatar, il va faire la même chose aux Émirats Arabes Unis sur la progression générale qui s'est passée dans ces pays-là, va complètement à l'encontre de toute la politique de la CIA et de la politique des décennies passées américaines. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Et quand on comprend ça, ça change tout. Alors, maintenant, regardons le deuxième interview de Jeffrey Sachs, parce que c'est très important d'entendre ce qu'il dit là-dessus. Alors, le titre de ça qui a été mis par la personne qui l'a posté, c'est une interview assez rapide de 4 minutes environ, c'est « Ce mec est un génie ». Et c'est vrai, il a une compréhension des forces internationales de diplomatie qui est étonnante. Je vais revenir avec des commentaires avec vous juste après qu'on l'ait écouté. Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une constitution pour l'Europe qui réellement souligne la politique étrangère européenne. Et on ne peut pas fonctionner par unanimité. Ça a besoin de sortir d'une structure dans laquelle l'Europe parle en tant qu'Europe, même s'il y a des désaccords au sein de l'Europe, mais il faut que ce soit une politique européenne. Je ne peux pas sursimplifier comment on peut arriver là. Mais même avec les structures que vous avez en ce moment en Europe, elle peut faire bien mieux dans le fait de négocier directement. La première règle, c'est que vos diplomates doivent être des diplomates et pas des ministres de la guerre. Là, il est applaudi. Honnêtement, ça nous amènerait jusqu'à mi-chemin vers le fait de travailler vers la paix. Un diplomate, c'est un talent très spécial. Un diplomate, il est formé pour s'asseoir avec l'autre côté et d'écouter, de serrer la main, de sourire et d'être agréable. C'est quelque chose de très difficile à faire. Ça exige une aptitude énorme. C'est une formation, c'est une profession. C'est pas un jeu.
that kind of Vous diplomacy. avez besoin de ce genre de diplomatie. I'm sorry, Je we suis are not désolé, hearing anything like that. nous ne sommes pas entendus de quoi que ce soit de ce genre-là. Là, il parle de I'll ça just make a avant couple les dernières complaints. décisions de Trump. On attend que First, des plaintes. Tout Europe d'abord, is not NATO, as on I dit que said. l'Europe, I c'est pas thought l'OTAN. Stoltenberg was the worst, Moi, je croyais que but I Stoltenberg, was qui a été wrong. de l'OTAN, c'était le pire qui existait. J'avais tort. It just keeps getting worse. Ça continue à s'empirer. Could someone in NATO Est-ce que stop quelqu'un dans talking, l'OTAN peut arrêter de for parler, God's sake, pour l'amour de Dieu? about more war? Il faut arrêter de parler davantage de guerre. And could NATO stop Et est-ce que speaking for l'OTAN Europe? peut arrêter de And parler Europe au nom de stop l'Europe? thinking it's Et NATO? que l'Europe This is arrête the de first penser qu'elle est l'OTAN? absolute point. Ça, c'est un point absolu. Second, I'm sorry, but your High Deuxièmement, Representative Vice je Presidents suis désolé, mais need qu'il y to ait des become hauts diplomats. vice-présidents, etc., qui vont devenir des diplomates. Diplomacy means going to Moscow. La diplomatie veut dire aller Inviting à Moscou. your Russian counterpart Invitez votre here, contrepartie russe ici discussing. pour discuter. This doesn't happen. Et ça, c'est pas en Till train d'arriver. now. Jusqu'à maintenant. So this is really Ceci est une des raisons my point. Now, pour I lesquelles mon point, c'est believe that Europe je should crois que l'Europe become more integrated and devrait more devenir unified plus in the intégrée, years plus ahead. unifiée dans les années à I'm a venir. strong believer in Je subsidiarity. crois beaucoup dans la So subsidiarité we were discussing. que I don't nous think étions en train de housing policy discuter. is really Par exemple, je ne pense Europe's pas que les main issue. préoccupations I think locales this can be devraient handled être des at the décisions local d'Europe. level, Elles devraient or at the être national level. I décidées don't see it as a European issue, sur un but plan I don't local, sur un see plan foreign national, policy as et being il ne a faut pas que ce 27 soit là-dedans. country Et issue. je ne I pense see pas it que la being as a politique European étrangère issue. doit être And I indépendante see pour chacun des security 27 pays. being at a Il European faut que ça level. soit au nom de So la I think sécurité au things niveau need to be européen. readjusted. Donc, ça a But besoin I'd d'être like to see more réajusté Europe et j'aimerais for avoir truly davantage European d'Europe, issues and maybe less plus Europe européen, for things that et are moins properly d'Europe subsidiary dans des to choses Europe at the subsidiaires national and the local et level. locales qui And peuvent I être hope réglées au that, niveau national et local. such an evolution can take place. Et je You know, pense when the que ce genre world d'évolution a talks besoin about great d'avancer. Mais powers quand le right now, monde parle des they grands talk pouvoirs about US, et des grandes Russia, puissances, elle parle China. des États-Unis, de la I Russie, include de la India. Chine. Moi, j'inclus And I l'Inde. really want to Et include je Europe. voudrais vraiment And inclure I l'Europe. really want to include Africa Et as je an voudrais vraiment African union. inclure l'Afrique en tant And qu'Union I africaine. want that to happen. Et je voudrais que But ça arrive, ça. you'll notice on the list, Europe Mais vous doesn't verrez show que up sur la right now. liste, l'Europe And this n'apparaît is même pas because there aujourd'hui. is no European foreign Pourquoi? policy. Parce qu'il n'y a pas de politique étrangère Ok. européenne. Here- Donc, tout ça, c'est en train, pour moi, ça va chambouler le monde. Et le fait que, jusqu'à maintenant, l'Europe pouvait être justifiée dans le fait de prôner des guerres, de parler de l'importance de guerre, par exemple par rapport à la Russie, ce qui concerne l'Ukraine et tout ça, etc. Mais les États-Unis et même Trump, qui ne veut pas de guerre, apparemment, c'est ce qu'il avait déjà fait dans son premier mandat, n'était pas dans une position, il pouvait donner des leçons à l'Europe par rapport à ça, parce que tout le monde pourrait tout de suite dire, ben, regarde la façon dont les États-Unis soutiennent Israël. Ils sont derrière Israël en permanence. Et là, le simple fait, pas de se découdre d'Israël d'abord, mais de mettre les autres pays en avant et leur donner leur importance, c'est plus important que même d'être critique d'Israël. Mais l'Israël, aujourd'hui, surtout l'Israël de Benjamin Netanyahou, est en train de sentir que c'est la fin. Que du moins, pendant la présidence de Trump, il ne va pas y avoir de soutien de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a même énormément de sénateurs républicains dont les premiers dons pour qu'ils soient réélus viennent des lobbies israéliens, de l'AIPAC et tout cela. Et ça, c'est un des atouts de Trump, et je pense qu'il va continuer à nous étonner, c'est que même s'il va avoir des accords avec ses compatriotes républicains, etc., il saura séparer les choses comme dans des bons deals où il faut que ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, je crois qu'on peut s'attendre à de grands changements sur ce plan-là. Et tous ces changements viennent par la paix. Alors, ils ne vont pas rester tranquilles, l'autre côté. Hein, les BlackRock, les Vanguard, les State Street, qui sont les plus grosses sociétés
qui regroupe toutes les autres sociétés, qui sont les plus gros actionnaires, que ce soit de Apple et tout ça, etc. Ça, c'est des grandes puissances, c'est des milliers de milliards de dollars d'affaires, et c'est, j'allais dire, même des dizaines, voire des centaines, parce qu'ils représentent une telle puissance mondiale. Ils ne vont pas disparaître parce qu'ils vont être là en train de se dire, ben oui, mais on a trop à gagner avec le complexe militaro-industriel. Donc, il va y avoir une opposition à Trump. Et c'est pour ça que Trump, qui a un instinct d'homme d'affaires, va aller pour faire des deals avec les gens qui sont concernés. Et c'est pour ça qu'il est au Moyen-Orient en ce moment, en train de faire des deals avec des pays comme le Qatar, comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, et il va continuer dans ce sens-là, même je pense avec d'autres pays à travers le monde, euh, et il va sevrer Israël au niveau de l'aide financière américaine. Parce que jusqu'à maintenant, depuis les quelques dernières décennies, ça a été des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont allés directement aux États-Unis vers Israël sans contrepartie quelconque. Israël était le premier pays bénéficiaire de l'aide américaine. Et c'est pour ça qu'Israël a une puissance de lobby très intense. Et c'est inévitable que dans tout ceci, en commençant à exposer tout ce qui se passe, on va trouver les traces israéliennes qui vont remonter aussi loin que les années 50, fin des années 50 avec le CIA et début des années 60 avec l'assassinat de JFK, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était Israël qui était derrière, mais est-ce qu'ils ont eu une part à jouer, etc. Sans doute parce qu'à l'époque, Israël voulait absolument avoir la bombe atomique et JFK ne voulait pas que Israël soit une puissance nucléaire parce qu'il est en train de négocier avec l'Union soviétique à l'époque pour réduire les influences nucléaires. Donc, il ne pouvait pas être en train de chercher à réduire l'influence nucléaire de l'Union soviétique et des États-Unis en même temps, tout en soutenant la création d'une puissance nucléaire en Israël. Et donc, est-ce qu'il a été victime de ce fait-là? Je vous laisse sauter aux conclusions. Le fait est que je pense qu'on a un grand changement et un grand changement pour la paix. Alors, au moment où il va y avoir des grands changements pour la paix, il risque d'y avoir des grandes volontés de faire la guerre. Donc, je pense qu'il ne faut pas être naïf et je pense que tout l'état profond, c'est-à-dire tout le fric qui est derrière tout ça, va chercher à réagir. C'est pour ça que toutes les autres mesures intérieures aux États-Unis que Trump est en train de faire ont une importance également parce que l'État profond, il va chercher à se défendre sur ces plans-là également. Trump est avec Robert Kennedy à son côté, a pris des décisions extrêmement importantes dans le sens où il vient de réduire les coûts des médicaments aux États-Unis de 80 à 90%, ce qui est énorme. Vous imaginez réduire de 80 à 90%, c'est-à-dire si quelque chose coûtait 100 euros, maintenant ça va coûter 10 à 20 euros seulement. Et pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'il dit parce que c'est injuste envers le public américain qui est en train de payer bien plus et subventionner euh, tous les autres pays au profit du lobby pharmaceutique et des compagnies pharmaceutiques. Il a un instinct d'homme d'affaires et de vision qu'un deal devrait être bon de tous les côtés. Et quelque part, je crois qu'il est conscient du besoin de supériorité morale. Il commence à parler de plus en plus du désastre injuste qu'il y a à Gaza. Le dernier otage américain a été libéré à Gaza et avec l'influence du gouvernement américain, et les autres otages israéliens n'ont pas encore été libérés, et l'otage qui a été libéré est passé par Israël, l'otage américain, mais il n'est pas allé voir le gouvernement de Netanyahou, il est parti directement au Qatar pendant que Trump y était, hier, pour remercier Trump par rapport à ça. C'est un symbole énorme. Ça veut dire que même sur ce plan-là, il est en train de se positionner du côté de Gaza. La guerre libanaise prend son fin. Là, Trump vient de rencontrer, je crois à Qatar d'ailleurs que ça s'est fait, le nouveau chef d'État, qui est un djihadiste pourtant, de la Syrie pour annoncer que l'Amérique enlevait toutes ses sanctions par rapport à cela.
ça montre bien que toute sa politique, c'est pas seulement des paroles, mais qu'il enlève la manipulation financière, militaro-industrielle de l'Amérique dans le Moyen-Orient et qu'il veut permettre au Moyen-Orient d'évoluer selon des lois du Moyen-Orient. Mais ça va remettre en question complètement la politique israélienne, qui allait dans le même sens, selon les écrits, c'est ce que Netanyahou avait écrit, de lui, et également, j'en ai parlé il y a quelque temps sur un des points de rupture, de Zbigniew Brzezinski, qui avait parlé des 7 pays qu'il fallait renverser, dont la Libye, l'Irak et tout ça, etc. etc. Et Jeffrey Sachs parle du fait que la raison pour laquelle l'Amérique, à l'époque sous Bush fils, est allée en Irak, c'était vraiment à l'instigation surtout d'Israël. Il faut se souvenir que pendant la première guerre du Golfe, on l'appelle la première guerre du Golfe, mais c'était la première guerre en Irak en 90, elle a eu lieu officiellement pour défendre Koweït, mais on a découvert que même tous les films d'enfants qui étaient en train de mourir dans les hôpitaux irakiens sous les forces irakiennes, ben, c'était la fille du gouverneur du Koweït qui était comme une actrice en train de jouer ça. C'était complètement monté. Et à l'époque, quand les États-Unis sont allés contre l'Irak, à l'époque de Saddam Hussein, qui est-ce qu'il y avait au gouvernement? Ben, il y avait d'un côté aux États-Unis Bush père et son ministre de la Défense à l'époque, c'était celui qui est devenu ensuite le vice-président sous Bush fils, qui lui-même était à la tête du conseil d'administration de Halliburton, qui est une des sociétés d'armement américain les plus importantes. Je parle de Dick Cheney. Il y a un film qui a été fait sur lui, qui était pas mal du tout d'ailleurs. Je crois qu'il a été fait par Oliver Stone. Et il faut le voir, hein, Dick Cheney, comment il est exposé, comment il a fonctionné. C'était un homme de guerre qui voulait la guerre tout le temps pour l'enrichissement, le placement, etc. Mais à l'époque, on voyait 2 personnes, en dehors de Schwarzkopf, qui était le général pendant cette guerre, mais qui parlait uniquement des aspects militaires. Sur l'aspect soi-disant diplomatique, mais c'était la politique, on voyait surtout Dick Cheney, ministre de la Défense du côté américain, et son compatriote de l'autre côté, qui était Benjamin Netanyahou, qui parlait au nom d'Israël. Et ça, ils s'entendaient comme copains cochons. Et à l'époque, ben, il y avait une fierté en Amérique. Je me souviens, j'étais aux États-Unis à ce moment-là où tout le monde se disait, bah oui, on voit la supériorité américaine qui existe au niveau des armements, le fait qu'on peut viser, envoyer des missiles qui vont rentrer par le puits d'un ascenseur dans un bâtiment et les faire exploser à un certain niveau, etc. Je ne sais pas si c'était vrai ou faux, mais c'était présenté comme si c'était la première guerre qui était un jeu vidéo. Et donc qui donnait une illusion de puissance et qui ramenait toute la jeunesse de l'époque aux États-Unis qui jouait à des jeux vidéo, d'avoir l'illusion qu'elle participait à tout ça. Aujourd'hui, on est en train d'arriver à une grande vérité et là, je pense que Trump est en train d'y contribuer énormément. Et bravo à des gens comme Jeffrey Sachs, qui, ça fait plusieurs années qu'il combat toute la politique américaine de ces dernières décennies, où il faut dire que la politique américaine internationale était une politique américano-israélienne. Je ne suis pas en train de faire de l'antisémitisme primaire, et il faut comprendre la chose suivante, c'est que même la plupart des écoles rabbiniques, c'est-à-dire les croyants, les talmudiques, les juifs talmudiques, etc., sont très opposés aux sionistes au pouvoir en Israël, qui n'ont de juifs que le fait de se sentir comme un peuple élu, mais qui n'a rien à voir avec la foi, rien à voir avec Dieu, mais tout simplement à voir avec le sentiment de supériorité que eux doivent dominer le Moyen-Orient. Eh bien, on est en train d'arriver à la fin de tout ceci. J'ai hâte de voir vos commentaires et tout ce que vous avez à dire là-dessus, parce que, comme d'habitude, ça m'est très précieux et c'est important pour vous de commenter, de liker et surtout de partager ça avec d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que le monde le sache. Et on a besoin de savoir, pour nous, en Europe, que si on ne comprend pas
la tendance de cette façon-là, si on n'écoute pas quelqu'un comme Jeffrey Sachs pour comprendre que la politique étrangère européenne doit être diplomatique et pas guerrière, il n'y aura pas d'avenir et l'Europe tombera dans les oubliettes de l'histoire. Et pour que l'Europe ne tombe pas dans les oubliettes de l'histoire, c'est notre responsabilité à nous de mettre tout ça en avant pour qu'on soit tous ensemble dans le bon sens. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce point de rupture. On cherche toujours à vous amener une présentation, une analyse ou un point de réflexion qui vous amène à réfléchir à tout ça d'une façon différente que ce que font les médias à l'origine. Et là, je vous dis donc à demain, vendredi à 19h, parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de le dire au début, quand je lançais, on est le jeudi 15 mai, je crois. Oui, jeudi 15 mai, et c'est à 19h, heure métropole, que vous nous écoutez. Alors, à demain.